Donc, bienvenue pour une toute nouvelle lecture. C'est parti. Les enfants Tillerman de Cynthia Voigt, tome 1. C'est encore loin, la maison. Chapitre 1. Son visage s'encadra un instant dans la portière, l'une triste aux traits tirés. Et soyez gentils, vous m'entendez? Soyez sages. Et vous, les petits, vous obéissez à Dissay. Vous faites tout ce qu'elle vous dit de faire, d'accord? Oui, Moma, promirent les deux plus jeunes. Alors, c'est très bien. Elle balança son sac en bandoulière sur son épaule et s'éloigna de la voiture, en boitillant à cause d'une lanière cassée à sa sandale. À travers sa manche trouée pointait un coude aigu et maigre. Son pull était bien trop grand pour elle, et son pantalon fatigué faisait des poches aux genoux. Ils la suivirent des yeux sans mot dire, et la regardèrent disparaître dans la foule du samedi matin, que happaient goulûment les portes du centre commercial. Alors, les trois plus jeunes, assis en rang d'oignons à l'arrière, se pressèrent contre le dossier de la banquette avant. Sur le siège du passager, Dissay s'absorba de nouveau dans sa carte routière. Dissay avait 13 ans et, pour ce voyage, c'était elle, la navigatrice. « Pourquoi on s'arrête ?» s'enquit James. « On a tout ce qu'il faut pour manger. Il nous reste de quoi boire. Je ne vois vraiment pas pourquoi on s'arrête. Tu le sais, toi, Dissay ?» James avait 10 ans. Pour lui, tout devait avoir une explication. « Comment veux-tu que je le sache? Tu as entendu ce qu'elle a dit, non? Bon, eh bien, tu en sais aussi long que moi. » Elle a seulement dit « Faut s'arrêter ici », sans dire pourquoi. Elle ne dit jamais pourquoi. Tu crois qu'on n'a plus d'essence? C'est pas, murmura Dissay. Ce qu'il lui fallait, c'était du silence, un peu de paix pour réfléchir. Tout ce voyage, dès le début, lui avait paru franchement bizarre. En quoi, au juste, elle ne le savait pas. Pas encore. Elle devinait l'anxiété des deux petits, muets sur la banquette arrière. « Si tu leur racontais une histoire… »« Moi? Et que veux-tu que je leur raconte ?»« Écoute, mon vieux, c'est toi, d'habitude, qui as toujours des tas d'idées. Peut-être, mais là, justement, j'en ai pas la queue d'une. Raconte-leur Hansel et Gretel. »« Oh oui, oui, Hansel et Gretel !» exulta Sammy. « Raconte la maison de sucre avec le toit en chocolat. » James capitula. Avec Sammy, mieux valait se rendre. Résister, c'était peine perdue. Dissay se tourna et les regarda. Dans l'angle de la banquette, Maybeth était blottie, immobile, les yeux immenses. Dissay lui adressa un sourire, et Maybeth le lui rendit furtivement. « Il était une fois, » commença James, solennel, et la petite fille reporta toute son attention sur lui. Dissay ferma les yeux, renversa la tête en arrière et posa ses pieds sur le tableau de bord. Ne faites surtout pas ça quand la voiture est en marche, parce que si ça freine d'un coup, je vous laisse imaginer. Toute sa fatigue lui revenait d'un coup. Depuis 3h30 ce matin, elle avait scruté cette carte, étudié des itinéraires, recherché les autoroutes sans péage. Il n'avait pas été question de fermer l'œil un instant. Et pourtant, maintenant, malgré son épuisement, elle se sentait incapable de dormir. Trop d'idées la harcelaient, tournaient et retournaient dans sa tête. Rien lui avait paru normal dans cette expédition. Il fallait démêler pourquoi. La première anomalie, c'était le voyage lui-même. Il n'allait jamais nulle part d'ordinaire. Moma répétait souvent que, pour cette malheureuse voiture, dans l'état où elle était, 15 kilomètres d'affilée, c'était trop. Et voilà qu'il se retrouvait en plein Connecticut, à des kilomètres de la maison, et en route pour Bridgeport, qui plus est. Premier détail bizarre. Encore ce point-là, la réflexion pouvait s'expliquer à moitié. Cette fameuse tante Scylla, au fond, Dissay en avait entendu parler depuis toujours. Tante Scylla et sa grande maison de Bridgeport, que Moma n'avait jamais vue, héritée d'un mari fortuné. Tous les ans, bien régulièrement, tante Scylla envoyait une carte pour Noël avec un petit Jésus sur l'image et une longue lettre à l'intérieur, écrite sur un papier si fin qu'il en était presque transparent. Seule Moma était capable de déchiffrer l'écriture en arabesque de tante Scylla aux lettres longues et effilées, qui s'enchevêtraient les unes aux autres avec des F, des Z et des G, au tracé tarabiscoté, et aux boucles si élancées qu'elles venaient empiéter sur les lignes voisines. Mais par ses missives annuelles, lisibles ou non, tante Scylla avait gardé le contact. Aussi n'était-il pas tellement surprenant, tout bien pesé, de voir Moma se tourner vers elle pour lui demander son aide. Ce qui n'était pas naturel, par contre, c'était ce départ précipité aux petites heures de la nuit. Voilà qui ne rimait absolument à rien.
Et c'était là le second détail préoccupant de l'histoire. Moma les avait réveillés tous les 4 en leur disant d'empaqueter des vêtements. Quels vêtements? Le plus possible. Dans quoi? Peu importait, dans des sacs en plastique, en papier. Pendant ce temps, elle préparait les sandwichs. Après quoi, ils étaient tous montés en voiture, en route pour Bridgeport. Le troisième point étrange, c'était la façon dont les événements s'étaient précipités ces derniers temps. Toutes sortes de problèmes avaient surgi à la fois. Bien sûr, il y avait des années que les choses allaient plutôt de travers à la maison, mais elles avaient empiré d'un seul coup. Moma avait perdu sa place de caissière, la maîtresse de Maybeth avait tenu à toute force à rencontrer Moma, et Moma n'avait pas voulu. Maybeth devait redoubler une fois de plus. Moma avait déclaré qu'elle ne voulait pas entendre parler de ça, et elle avait déchiré l'un après l'autre tous les petits mots qu'elle avait reçus de l'école, sans en lire la première ligne. Personne ne se faisait guère de soucis pour Maybeth à la maison, mais à l'école on s'inquiétait. Maybeth avait 9 ans, et elle était toujours au cours élémentaire. Le problème avec elle, c'est qu'elle n'ouvrait pratiquement pas la bouche, si bien que la plupart des gens la croyaient idiote ou retardée. Pourtant, Dissay en était sûre. Maybeth n'était pas sotte. Parfois, la petite fille, sortant de sa coquille, prononçait quelques mots qui montraient bien qu'elle n'avait pas les yeux dans sa poche, qu'elle écoutait attentivement et enregistrait ce qui se passait autour d'elle. En fait, elle savait lire et faire des additions, mais elle ne prononçait jamais un mot en présence d'un étranger. Or, tout le monde ou presque était étranger pour elle. Tout le monde, sauf Moma, Dissay, James et Sammy. Le quatrième détail inquiétant, c'était le comportement de Moma. Elle agissait bizarrement ces derniers temps. Par exemple, elle partait acheter du pain et revenait avec une boîte de thon. Alors elle s'asseyait à la table et enfouissait son visage dans ses mains. D'autres fois, elle disparaissait sans rien dire et ne rentrait qu'au bout de plusieurs heures. Et quand on lui demandait où elle était allée, son regard était vide. Elle ne répondait pas, comme si elle ne savait pas elle-même. D'ailleurs, elle ne leur parlait presque plus, même pour se fâcher. Elle ne chantait plus, elle ne jouait plus avec eux à ces jeux de son invention auxquels elle les invitait naguère. Sauf avec Sammy, quelquefois. Avec Sammy, elle parlait encore, mais on aurait pu croire, à l'entendre, qu'elle avait 6 ans comme lui, et non pas qu'elle était sa mère. Les pieds toujours sur le tableau de bord, Dissay se tassa davantage sur son siège, jusqu'à toucher du menton le vinyle bleu et lisse. Derrière le pare-brise étoilé d'insectes écrasés, le ciel immobile ressemblait à une toile délavée, au-delà des rangées de véhicules étincelants sur le parking. Il allait faire chaud, étouffant même, sans doute. James décrivait avec minutie la maison de la sorcière, de la barrière de caramel aux gouttières en sucre d'orge. C'était le passage qu'il préférait dans l'histoire de Hansel et Gretel. Et la maison qu'il dépeignait n'était jamais 2 fois la même. Imaginant le toit en amande et les volets en bâton de réglisse, Dissay sombra dans le sommeil. Lorsqu'elle s'éveilla, elle était moite de sueur. Elle avait faim. Maybeth fredonnait à mi-voix une chanson de leur mère, dans laquelle il était question d'un bébé qui ne pleurait jamais. « Hé, je crois bien que j'ai dormi » marmotta Dissay en se redressant, assommé. « Quelle heure est-il » ? « Sais pas, » dit James. « Ça fait un bon bout de temps que tu dors. J'ai faim. »« Où est Moma ?»« Aucune idée, j'ai faim. »« Oh, toi, de toute façon, tu as toujours faim. Va donc demander l'heure à quelqu'un, d'accord ?» James s'extirpa de la voiture et fit quelques pas sur le parking, en direction d'un passant au costume d'homme d'affaires. « 12h30 » annonça-t-il en revenant vers le véhicule. « Diable, j'ai dormi plus de 2 heures » s'effara Dissay. « Oui, et moi, je mange » annonça Sammy. Sur quoi, plongeant son bras dans le sac de victuailles, il en tira un sandwich dans lequel il planta les dents sans laisser à sa sœur le temps de protester. James, à la portière, tournait vers Dissay un visage menu et soucieux. « Tu veux que j'essaye de faire quelque chose ? Tu veux que j'essaye d'aller la chercher ?»« Non, » assura Dissay. « Pas la peine. » Mais enfin, tout de même, où était-elle passée ? « Sammy, tu donnes un sandwich à Maybeth, celui qu'elle veut, et puis tu nous fais passer ce sac. » Lorsqu'ils eurent terminé leur sandwich, dans le même temps, James en engloutit 2. Dissay, qui avait réfléchi, leur fit part de sa décision. « On l'attend ici encore un moment, » dit-elle. « Ensuite, on avisera. Moi, je vais faire quelques pas, histoire de voir si je ne peux pas la retrouver. »« Oh non, ne t'en vas pas, toi aussi.
supplia Maïbeth dans un souffle. Je ne m'en irai pas loin, promit Dissay. Juste là-bas devant les boutiques, tu vois? Tu pourras me suivre des yeux. Et tout à l'heure, peut-être qu'on fera un tour dans la galerie marchande pour regarder les vitrines, tu veux? Maïbeth eut un sourire et acquiesça d'un hochement de sa tête dorée. Tout en marchant d'un bon pas dans l'air surchauffé de ce début d'après-midi de juin, Dissay s'efforça de réfléchir. Elle ne voyait même plus les passants qu'elle croisait, mais elle ne s'en souciait guère. De toute façon, si sa mère passait là, elle ne risquait pas de se manquer. Ce qui l'inquiétait par contre, c'était cette disparition, subite et sans explication. « Tu envisages toujours le pire », lui reprochait souvent sa mère. « C'est pour être prête à tout », répondait Dissay. Si Moma avait disparu, pour de bon. Mais non, c'était impossible. Vraiment? Et si elle ne revenait pas, que faudrait-il faire alors? Demander de l'aide à quelqu'un? Un policier, sans doute? On les placerait probablement dans un orphelinat ou dans des familles nourricières séparées. Ouais, c'était à coup sûr ce que ferait l'assistante sociale. Pas question de retourner à la maison à Provincetown. Moma n'avait pas payé le loyer depuis des semaines, alors qu'arrivait l'été. Or, durant la saison, même leur vieille bicoque perdue dans les dunes pouvait représenter pas mal d'argent pour le propriétaire, s'il la louait à des estivants, et M. Martinez ne plaisantait guère lorsqu'il s'agissait de sa bourse. Jamais il n'accepterait de les laisser attendre leur mère dans cette maison avec des arriérés de loyer. Essayer d'aller à Bridgeport alors? Tante Scylla, qui était d'ailleurs leur grande-tante, Dissay ne l'avait jamais vue. Mais elle connaissait par cœur son nom et son adresse parce que Moma les lui avait fait écrire 4 fois ce matin, une fois sur chacun de leurs sacs, pour le cas où il arriverait quelque chose. Madame Scylla Logan, 1724, allée de l'Océan, Bridgeport, Connecticut. Tante Scylla, c'était la famille. C'était même l'unique membre de la famille dont Dissay eût jamais entendu parler. Le soleil martelait avec tant de force l'asphalte du parc de stationnement que même à l'ombre, la chaleur était accablante. Les petits doivent étouffer dans cette voiture, songea Dissay, et elle fit demi-tour pour aller les retrouver. Il fallait voir les choses en face. Ce départ de leur mère, cette disparition brusque, c'était prémédité. Mais pourquoi? Pourtant, Moma les aimait. Elle les aimait tous. Sinon, pourquoi cette adresse sur les sacs? Pourquoi avoir dit aux autres de bien obéir à Dissay? Mais les mamans n'abandonnent pas comme ça leurs enfants sur un parking, sans crier gare. C'était de la folie. Moma était-elle folle? Et comment pouvait-elle compter sur Dissay pour s'occuper des 3 petits? Qu'attendait-elle de Dissay au juste? De les emmener à Bridgeport, sans doute. Dissay ferait ça très bien. Voilà ce qu'elle avait dû se dire. Voilà ce qu'elle avait l'air de se dire souvent, depuis quelque temps. Elle se déchargeait sur Dissay de quantité de choses. Ça, ce n'était pas nouveau. Parce que Dissay était énergique et volontaire. « Tu as ça dans le sang », affirmait Moma sans autre explication. Dissay sentait monter en elle une colère sourde. Des larmes lui brûlaient les paupières. Mais elle les emmènerait à Bridgeport. Elle le ferait, c'était décidé. Elle le ferait, s'il fallait le faire. Leur mère n'était pas à la voiture lorsque Dissay rejoignit le véhicule, et elle expliqua au trio qu'ils allaient falloir attendre encore jusqu'au lendemain matin, par exemple. « Et on va dormir où ?» s'inquiéta Sammy. « Ici, dans la voiture, et pas de rouspétance. »« Et demain matin, Moma viendra et on repartira ?» demanda Sammy. Dissay acquiesça en silence. « Mais enfin, où est-elle » s'exaspéra James. « Qu'est-ce qu'elle fabrique qui lui prend si longtemps ?»« Je ne sais pas, » dit simplement Dissay. Au bout de quelques minutes, elle les fit sortir de la voiture et les poussa vers la galerie marchande du centre commercial. Le centre commercial était bâti comme une forteresse, et les boutiques se succédaient à perte de vue de part et d'autre d'un passage couvert. La section centrale, tout au fond, s'animait d'une grande volière que décoraient des arbres et arbustes en plastique. Une jonchée de papier, de chewing-gum et de débris de pop-corn en fleurissait curieusement le sol. À l'opposé glougloutait sans relâche une fontaine lumineuse aux transparences bariolées. Dehors, au-delà de la galerie couverte qui courait comme un rempart autour de l'édifice, s'étendait l'immensité du parking, morne océan de véhicules vides. À l'intérieur du centre, cependant, c'était comme un conte de fées.
comme un univers de poupées, un ruissellement de lumière artificielle, une bousculade criarde de couleurs et de sons mêlés. La foule du samedi, bruyante et affairée, y tournoyait comme un manège, au milieu de ces merveilles et des tentations offertes à sa convoitise par cette cité miniature. Un véritable pays de cocagne, à condition d'avoir de l'argent, bien sûr, mais, même sans rien dépenser, il y avait là de quoi contempler, de quoi se laisser étourdir et rêver. Ils perdirent la notion du temps à flâner de vitrine en vitrine, à dévorer des yeux toutes sortes de jouets et de cadeaux, des disques, des pianos, des cartes d'anniversaire. Ils se laissèrent attirer par les bouffées odorantes et chaudes qui y s'échappaient des restaurants, fumets de poulet frit, de pizza, de spaghettis. Et les devantures de pâtisserie les attiraient comme un aimant, avec leurs grands plateaux de beignets dorés et fumants alignés derrière la vitre. Ils s'absorbaient dans la contemplation des éventaires de confiseurs, avec leurs bocaux géants en rang serré, juste à la hauteur de leur nez, et remplis à ras-bord de bonbons colorés, boules de gomme et de réglisse, chocolat, fantaisies nichées dans des caissettes plissées, bouchées à la menthe enrobées de sucre glace. Comme ils passaient devant une épicerie fine, ils eurent droit chacun à 2 petits bouts de fromage offerts en échantillon qu'ils dégustèrent tout en humant l'arôme de café grillé qui s'exhalait de la boutique, marié à l'odeur subtile de l'assortiment de fromage. Puis, ils contemplèrent longuement, sans mot dire, le spectacle du stand de hot-dog, en permanence assiégé par des hordes affamées qui dévoraient à belles dents d'interminables sandwichs fumants. Ils s'en arrachèrent à regret pour aller s'asseoir sur un banc sans dossier auprès de la fontaine, les jambes lasses, le ventre creux. Ils firent leur compte de leur fortune. En tout, 11,50 $, qui est l'équivalent de 85 francs, parce que ce livre est très ancien, donc la note indique 85 francs. C'était plus qu'aucun d'eux n'en avait jamais possédé. Même Dissay, dont la contribution se montait à 7 $, gagnée en gardant le bébé d'une voisine, n'avait jamais été en possession d'un tel trésor. Ils dépensèrent près de 4 $ pour leur dîner, longuement savouré sur les bancs d'une cafétéria, non loin de l'entrée du centre, et aucun d'eux ne prit de dessert. Ils s'étaient décidés pour des hamburgers et des frites, à quoi Dissay ajouta, après mûre réflexion, un verre de lait aux fruits pour chacun. À ce rythme-là, ils auraient de quoi prendre un autre repas avant de se retrouver à court d'argent, peut-être 2 s'ils n'étaient pas gourmands. Il faisait encore jour lorsqu'ils regagnèrent la voiture. Les 3 plus jeunes chahutèrent un moment à l'arrière, chatouilles, querelles, bagarres et gros fous rires, tandis que Dissay étudiait la carte. Autour d'eux, peu à peu, les gens regagnaient leurs véhicules, se hélaient, faisaient claquer des portières. Nul ne prêtait attention à eux. Une pleine voiturée d'enfants sur un parking, en train d'attendre, n'a rien de bien extraordinaire. Vers 8h30, prudente, Dissay ramena tout son petit monde vers le centre commercial et mit le cap sur les toilettes, repérées dans l'après-midi. De retour à la voiture, Maïbeth et Samy ne tardèrent pas à s'endormir, enroulés comme des chatons sur la banquette arrière. James s'était glissé à l'avant avec sa sœur aînée. Dissay se demandait comment ils allaient faire pour dormir tous deux sur cette banquette étroite, mais elle finit par conclure qu'ils se débrouilleraient bien. James était assis, raide, les mains sur le volant. Il avait un visage taillé en lame de sabre, nez pointu, fins sourcils, menton mince. Dissay l'étudiait dans la pénombre. Ils étaient garés si loin du lampadaire le plus proche qu'ils se trouvaient presque dans le noir. Avec ses frères et sœurs si proches, Dissay se disait qu'elle aurait dû se sentir en sécurité dans ce cocon sombre et bien clos. Pourtant, elle était mal à l'aise. La voiture, pourtant immobile, lui donnait l'impression de filer comme le vent sur une autoroute aveugle. De plus, la pénombre lui paraissait bien mince. À tout instant, un visage inconnu pouvait surgir à la portière, prêt à les assaillir de questions. « Peut bien être Moma ?» finit par demander James, le regard perdu dans la nuit. « Je ne vois vraiment pas », reconnut Dissay à mi-voix. « Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai décidé, si jamais elle n'est pas là demain matin, qu'on irait quand même à Bridgeport. »« Tout seul ?»« Oui. Mais comment ? Tu ne sais pas conduire ? Et d'ailleurs, c'est Moma qui a les clés. On pourrait prendre un autocar si ce n'est pas trop cher, ou alors on ira à pied. » James la dévisagea les yeux écarquillés.
Au bout d'un long moment, il détourna la tête. « Dissay, j'ai peur, tu sais. Je crois que j'ai un peu envie de vomir. Pourquoi Moma ne revient-elle pas? Si je le savais, dis-toi bien que je saurais aussi que faire. Et tu connais le chemin pour y aller? Où ça? À Bridgeport? Pas difficile avec la carte. Une fois là-bas, pour trouver la rue, il suffira de demander. » James hocha la tête. « Tu crois qu'elle a été assassinée ou peut-être enlevée? Ce sont les gens riches, tu sais qu'on enlève, pas Moma. Écoute, j'aime mieux essayer de ne pas y penser et tu ferais bien de ne pas te casser la tête là-dessus, toi non plus. » « Je ne peux pas m'en empêcher, » dit James d'une toute petite voix. « En tout cas, n'en parle pas à Maybeth ou Sammy, tu m'entends? » « Bien sûr que non, je ne suis pas bête à ce point-là. Tu devrais le savoir tout de même. » Elle allongea le bras et lui serra l'épaule. « Je le sais, va, t'en fais pas donc. » Il lui emprisonna la main. « Dis, tu crois que Moma l'a fait exprès, de nous abandonner là, comme ça? » « Je crois qu'elle avait l'intention de nous conduire à Bridgeport. Seulement, tu crois qu'elle est folle ?» Elle se tourna pour le regarder en face dans la pénombre. « Tu sais, il y en a qui le disent, à l'école, » poursuivait James. « Et la façon dont les profs me regardent et me prêtent leurs livres et me parlent comme s'ils me plaignaient. Et puis il y a Maybeth aussi. La folie, tu sais, c'est héréditaire. C'est un truc qui se retrouve dans les familles. » Dissay sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Elle essaya de s'en débarrasser, mais sans succès. « Dissay » souffla James. « Elle nous aime, tu sais, » finit-elle par murmurer. « Je sais, mais c'est la seule explication possible. Maybeth n'est pas folle, tu le sais bien. N'empêche, c'est souvent de famille, le cerveau dérangé et tout ça. Bon, écoute, de toute façon, tu n'as pas trop à t'en faire pour toi, qui rapporte toujours des bulletins de notes faramineux avec des excellents partout, qui a été présenté au concours de l'État pour son projet en sciences. Ouais, ça va, dit James en renversant la tête contre le dossier de son siège. Tiens, tu ne sais pas, reprit Dissay, je vais tâcher de trouver une cabine téléphonique. Je téléphonerai à une station routière et demanderai les tarifs des autocars pour Bridgeport. Qu'en penses-tu? Pendant ce temps-là, toi, tu te couches sur la banquette. Pourquoi? Dissay hésita un instant, puis elle opta pour la franchise. Parce que tu vois, on ne sait jamais. 3 gosses seuls dans une voiture, sur un parking, la nuit, je vais te dire. Je crois qu'il faut absolument qu'on aille à Bridgeport. Et je sais pas très bien ce qui se passerait si un policier nous découvrait. Ce serait le placement en famille nourricière ou quelque chose dans ce genre, j'imagine. Et je ne veux pas courir ce risque. Alors que moi, même toute seule, je fais assez vieux, ça n'a pas l'air louche. Comprends. Il faut absolument qu'on aille à Bridgeport. James se réfléchit, puis il approuva d'un hochement de tête. Je n'ai jamais tellement écouté ce que Moma disait d'elle au sujet de Tante Scylla. Je veux dire, elle est comment d'après toi? Riche, dit simplement Dissay. Dis donc, pour aller là-bas à pied, ça nous ferait une sacrée trotte. Un joli bout de chemin, reconnut Dissay. Et prestement, elle sortit de la voiture. Il y a des illustrations! Regardez, c'est le moment de l'illustration. Il y en avait une aussi au début de chapitre, si je ne m'abuse. Ouais. C'est Maybeth et Sammy. Il faisait nuit noire, une nuit couverte et sans lune. Le parking était presque désert. Seuls 2 ou 3 véhicules, ça et là, trouaient la pénombre d'une tache diffuse, tantôt plus claire, tantôt plus sombre que le sol. Dissay se demanda s'il restait d'autres. S'il en restait... Ouais, ça va pas du tout, on recommence le paragraphe. Il faisait nuit noire, une nuit couverte et sans lune. Le parking était presque désert. Seuls 2 ou 3 véhicules, ça et là, trouaient la pénombre d'une tache diffuse, tantôt plus claire, tantôt plus sombre que le sol. Dissay se demanda s'il en restait d'autres sur les 3 parcs de stationnement voisins. Plus il en resterait pour la nuit, plus il serait en sécurité. Cet immense espace nu avait quelque chose d'inquiétant. Elle s'efforçait de marcher d'un pas égal et assurée, comme s'il était tout naturel pour elle d'être là, comme si elle était chargée d'une mission importante et qu'elle savait parfaitement où elle allait. Elle avait repéré, à l'autre bout du bâtiment, une cabine en état de fonctionnement.
Plusieurs personnes avaient appelé de là l'après-midi même. Ce n'était pas vraiment une cabine, mais plutôt une sorte de niche aménagée contre un mur, avec une étagère sur laquelle était posé un annuaire. James pouvait sans doute la voir encore depuis la voiture, s'il redressait la tête. À cette distance, elle devait avoir l'air minuscule. Le passage était éclairé, ainsi d'ailleurs que les vitrines, si bien que Dissay, à présent, traversait des flaques de lumière. Arrivée à la cabine, elle entreprit de chercher dans les pages jaunes l'adresse d'une compagnie routière. Elle fit courir son doigt sur la liste de noms, en choisit un qui lui semblait dans le coin, et plongea sa main dans sa poche pour y pêcher une pièce. Un bruit de pas la figea dans son geste. Un homme s'approchait, un policier, à ce détail près que son uniforme était brun et non bleu, et qu'il n'arborait pas d'écusson. Il prenait tout son temps, comme s'il était certain qu'elle l'attendrait, certain de pouvoir l'arrêter en cas de tentative de fuite. Il se dirigeait vers elle comme s'il était sûr qu'elle avait peur de lui, trop peur pour oser déguerpir. « Hé, là, toi !» l'interpella-t-il. Sur sa chemise était brodé « Sécurité ». Son ventre débordait un peu de son pantalon et un pan de sa chemise s'échappait d'un côté. Il avait un revolver à la ceinture et tenait au poing une torche puissante. Dissay ne répondit pas, mais elle ne détourna pas son regard. « Hé, petit !» reprit-il comme s'il la sentait prête à fuir et qu'il voulait l'immobiliser. Il était trapu, presque informe. Dans son visage porcin, alourdi de bajoux, étaient enfoncés 2 yeux bleus minuscules sous des sourcils décolorés, et son nez large avait l'air écrasé. Lorsqu'il la rejoignit enfin, Dissay eut un mouvement de recul, mais elle garda son doigt sur la page de l'annuaire. « Alors, on est perdu ? » ?»« Non, je donne un coup de fil. »« Où habites-tu ? » ?»« Par là, pas loin, » assura Dissay avec un geste vague. « Dans ce cas, rentre chez toi et appelle de là-bas. Allez, file. Si tu étais une fille, je te raccompagnerais, mais notre téléphone est fichu, » coupa Dissay. « C'est pour ça que maman m'a envoyé ici. » Le garde leva sa torche qu'il tenait comme une matraque. « Tiens, ça c'est bizarre. Fichu ? Comment ça ? » ?»« Oh, c'est notre chien. Il faut toujours qu'il mordille tout. Les pantoufles, le journal. Vous savez ce que c'est. Il a mordillé le téléphone, enfin le cordon, quoi. Mais ça revient au même, la panne. Tu me racontes des blagues. »« Non, je vous assure, c'est vrai. »« Et tu t'appelles comment ? » ?»« Dany. » Elle avala sa salive. Ça faisait tout drôle de mentir, surtout avec cette facilité. Elle enfila ses mensonges comme des perles, comme si elle l'avait fait toute sa vie. L'homme avait tiré de sa poche une tablette de chewing-gum. Il la sortit de son emballage, la plia en 2 et l'enfourna dans sa bouche. Puis il donna 2 ou 3 coups de mâchoire avant de poursuivre. « Dany comment ? » ?»« Tillerman. » Aucun nom de famille plausible ne lui était venu à l'esprit, excepté Smith, et qui accepterait ce nom-là, même si c'était le vrai. « Tu ne m'as pas l'air d'avoir beaucoup plus de 10 ans, dis-moi. Tu ne crois pas que c'est un peu tard pour te balader tout seul dehors à une heure pareille ?» Dissay haussa les épaules. Le garde se fit soupçonneux. « On peut savoir qui tu appelles ? » ?»« La compagnie routière. Mes sœurs et moi devons aller à Bridgeport bientôt, chez ma tante. » Il mastiqua vigoureusement son chewing-gum pensif. « Bientôt, dis-tu ? Tu ne vois pas très bien où est l'urgence ? Surtout pour appeler la gare routière après 10 heures du soir, hein ? C'est que maman vient juste de rentrer de chez le médecin qui a dit qu'elle allait avoir son bébé d'un jour à l'autre. Et ma tante a besoin de savoir les horaires d'autocar pour venir nous chercher lundi. Et si on prend le car, c'est mieux qu'elle vienne à notre rencontre. Alors maman m'a dit d'aller voir pour pouvoir appeler ma tante dès demain matin très tôt avant que celle-ci parte pour l'église. C'est dur pour maman de tout arranger. Vous comprenez ? Et ton père ? Il est parti. Parti où ? C'est pas. Il est parti comme ça, un jour, l'hiver dernier. Le garde opina du menton. Il plongea sa grosse patte dans sa poche et en ressortit son paquet de chewing-gum. Il le tendit à Dissay, mais elle refusa d'un hochement de tête. « Est-ce que je peux téléphoner maintenant, s'il vous plaît, monsieur ?»« Bien sûr, dit-il. Je t'aurais laissé tranquille. Dis-toi bien, si ce n'était pas qu'il y a eu du grabuge dans le coin, il n'y a pas longtemps. » Si, il est parti acheter du lait au tonne, t'inquiète. Il y a eu du grabuge dans le coin il n'y a pas longtemps. Des vitrines cassées et tout ça. Nous sommes certains que c'est des gosses. Je suis de garde, moi, ici. Il s'agit d'avoir l'œil. Dissay ne souffla mot. Elle introduisit ses pièces dans la fente et forma son numéro sans se presser, dans l'espoir de voir le garde s'éloigner. Mais il restait planté là, aux aguets. Derrière lui s'étendait le parking plongé dans la nuit, sans horizon, piqueté çà et là de rares lampadaires et de maigres massifs d'arbustes dont l'ombre s'allongeait démesurément sur le sol. À l'autre bout du fil, une voix neutre s'informa de ce que désirait Dissay. «
Dissay demanda combien coûtait un billet pour Bridgeport. Pour Bridgeport? Mais à partir d'où? Sans qu'il la voie. Dissay hésita une fraction de seconde. De Pewacket, avança-t-elle. Ce devait être là qu'il se trouvait d'après la carte, ou pas bien loin en tout cas. Le garde, qui l'écoutait, avait plissé les yeux. De Pewacket, s'assura la voix. Ah non, Pewacket. De Pewacket, s'assura la voix. La voix prononçait Pewacket. Dissay avait prononcé Pewacket. Elle ne pouvait pas savoir. Oui, c'est ça, dit-elle. 2,45 $ la place. Et pour les enfants, c'est combien, s'il vous plaît? Le tarif est le même, sauf pour un enfant de moins de 2 ans. Et quels sont les horaires? Départ toutes les 2 heures, de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Dissay remercia et raccrocha. Elle resta un moment immobile, les bras ballants devant le combiné. Ce garde allait-il s'en aller? Il l'observait attentivement de ses petits yeux de porc. Il se tapotait la paume de la main avec sa torche. « Tu ferais bien de rentrer chez toi maintenant, dit-il. Et il ajouta, accusateur. Tu n'as rien noté? Je te ferai remarquer. Non, mais j'ai bonne mémoire. Ah ouais? Attends qu'on vérifie ça un peu. Il bloquait de toute sa masse l'accès à l'obscurité rassurante du parking. Tu ne te souviendrais pas, par hasard, de vitrines fracassées dans le centre commercial? Juste une à Record City, par exemple? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas si sûre, moi. Non, pas si sûre, Danny. Tu as bien dit Danny, n'est-ce pas? Danny Tillerman, c'est ça? Quelque chose me dit que c'est des gosses comme toi qui ont fait ça, vu que rien n'a été volé. Et même, quand je dis des gosses, ça pourrait bien n'être qu'un seul. Dissay le regarda droit dans les yeux. J'ai dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Le garde allongea un bras pour lui barrer le chemin, la main contre la paroi de la cabine. Et moi, je ne vois pas pourquoi je te croirais sur parole. Non. Plus j'y pense et moins je te crois, tu vois. La seule question que je me pose, c'est de savoir ce que je vais faire de toi. Dissay réfléchit très vite et elle agit aussitôt. Elle leva le genou comme pour le frapper à l'aine. Il abaissa le bras, par réflexe pour se protéger, avec un mouvement de recul. Elle mit à profit la fraction de seconde durant laquelle il faillit perdre l'équilibre et partit comme une flèche. L'obscurité du parking l'enveloppa bientôt, salutaire. Sitôt sous le couvert de l'ombre, elle obliqua sur la gauche vers l'angle du bâtiment, dans la direction opposée à celle de la voiture. Le garde s'était élancé à sa poursuite en tempêtant. Dissay courait d'un pas souple et régulier. Elle avait l'habitude de courir sur les grèves, dans le sable qui cède sous le pas et oblige à tirer sur les mollets. Sur l'asphalte, c'était 20 fois plus facile. Elle avait l'impression de voler et sentait croître la distance qui la séparait de son poursuivant. Celui-ci martelait le sol et soufflait comme un phoque. Il n'avait pas la forme, et de toute façon, il était trop gras pour espérer la rattraper. 80, on n'oublie pas. Elle eut bientôt assez d'avance et alla s'accroupir dans l'un de ces îlots d'arbustes qui agrémentaient le parking de loin en loin. Avec son jean et son t-shirt sombre, ses cheveux bruns et son teint hâlé, elle se savait presque invisible et comme fondue dans l'obscurité. Le garde s'arrêta devant l'entrée du bâtiment et balaya l'espace alentour de sa grosse torche à l'œil de cyclope. Dissay ne le quittait pas des yeux. Il avait l'air de tendre l'oreille, mais il haletait si fort qu'il ne devait pas percevoir grand-chose. Hormis peut-être le battement de son sang dans ses oreilles. Elle sourit dans le noir. « Tu ferais mieux de te montrer, gamin !» vociféra le garde en direction du parking. « Il n'a aucune chance. Il ne fait qu'aggraver ton cas. » Dissay retint son souffle. « Je te connais maintenant, tu sais. On saura te retrouver. Tu peux être tranquille. » Le garde s'était détourné du parking et promenait sa torche le long du bâtiment. De temps à autre, il la braquait de ci, de là, pareil à un œil géant capable de transpercer l'ombre. « Ah, je te vois, ça y est, tu es fait !» s'exclama-t-il soudain. Mais il braquait sa torche dans la mauvaise direction. Dissay pouffa malgré elle, et le bruit de son rire, quoique étouffé, lui parut un odieux vacarme. Le garde se retourna vers le parking, l'oreille aux aguets. Il laissa échapper un juron. Le faisceau de sa lampe balaya l'asphalte une fois de plus dans l'espoir de percer sa cachette. « Danny, ferait mieux de te montrer, mon gars. N'importe comment, je t'aurais. » Tout doux sur la pointe des pieds, elle profita de ce qu'il s'éloignait en sens inverse pour se faufiler un peu plus loin, vers un autre massif d'arbustes. Le garde poursuivait sa harangue. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, petit morveux. Je me souviendrai de toi, va. Tu peux compter sur moi. Tu m'entends, hein ?
Tu m'entends ?» À plus d'une centaine de mètres de lui, dans l'obscurité protectrice, elle s'offrit le luxe de lui répondre tout bas. « Mais oui, je t'entends, ça va !» Et, traversant la route déserte, elle s'enfonça dans un bosquet. Beaucoup plus tard, lorsqu'elle se glissa dans la voiture endormie, c'est à peine si James s'éveilla un instant. « Tout va bien, » chuchota-t-elle. Elle se pelotonna sur le vinyle glacé et s'endormit. Et à nouveau une illustration. Voilà, c'est le premier chapitre. Je pense pas que j'en lirai